Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance d'information du projet Ligne bleue du métro de Montréal. Il s'agit d'une séance à l'intention des riverains à proximité du chantier du bâtiment auxiliaire Provencher. Tout d'abord, merci de votre présence. Je m'appelle Benoît Cléroux. Je suis conseiller en communication pour le projet Ligne bleue et je serai l'animateur de la rencontre d'aujourd'hui. Mon rôle est d'agir comme maître de cérémonie afin d'assurer le bon déroulement de la séance. Je souhaite préciser que cette séance d'information est enregistrée et qu'elle sera disponible dans quelques jours sur notre site Web pour les riverains qui n'ont pas été en mesure de s'y libérer pour cette rencontre. La séance d'information se déroulera en français, mais les participants qui souhaitent poser leurs questions en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address a question in English, you're welcome to do so. L'objectif de la séance d'information d'aujourd'hui est de vous présenter le projet du prolongement de la ligne bleue et plus particulièrement l'implantation du chantier du bâtiment auxiliaire Provencher. Voici comment se déroulera la séance d'information. Tout d'abord, deux de mes collègues du bureau de projet vous feront une présentation sur le projet. Cette présentation devrait durer approximativement 35 minutes et par la suite, nous procéderons à une période de questions. Nous vous suggérons d'attendre la fin de la présentation pour commencer à poser vos questions, car il est fort probable que plusieurs d'entre elles soient couvertes pendant la présentation. Certaines personnes nous ont envoyé des questions dans le formulaire d'inscription, les remercions. Les réponses à plusieurs de celles-ci seront abordées durant la présentation et je poserai les autres questions au présentateur durant la période de questions. Vous pourrez poser vos questions par écrit en cliquant sur l'icône Q et R dans le haut de votre écran. C'est ce que vous voyez présentement d'ailleurs. Ça me seront transmises, ces questions-là, et je les poserai moi-même à mes collègues. Étant donné le nombre élevé de personnes que peut accueillir cette rencontre, il ne vous sera pas possible de poser vos questions à haute voix. Vous voyez aussi à l'écran, si vous êtes sur votre cellulaire, votre portable, vous pouvez également poser des questions écrites en cliquant en allant chercher les trois petits points et par la suite, questions et réponses. Bref, comme je disais, il est inutile de lever la main durant la présentation ou la période de questions parce que toutes les questions sont posées de manière écrite. Pour les participants qui souhaiteraient poser une question très spécifique ou personnelle, vous pourrez nous écrire à l'adresse courriel liaison@projetlignebleu.info. À la fin de la rencontre, nous vous inviterons d'ailleurs à remplir un court sondage d'appréciation de cette séance. Alors, je vous le disais, on a deux représentants du projet Ligne bleue qui sont présents aujourd'hui pour vous présenter les informations. Il s'agit de M. David Chartier, directeur construction, ainsi que Mme Sarah Bédard-Lyonnais, directrice de projet. Maintenant, je laisse la parole à David Chartier. Bonjour à tous. Merci, Benoît, de la présentation. Aujourd'hui, on vient vous parler du prolongement dans son ensemble, moi plus particulièrement vraiment de A à Z. Et Sarah, tantôt, va vraiment parler de l'enjeu de la structure auxiliaire Provencher qui se trouve en fin de compte au centre de nos discussions aujourd'hui. Donc, premièrement, c'est bien de positionner le bureau de projet qui est en fin de compte sous la gouverne de la STM. Donc, la STM est le gestionnaire de projet qui a mis sur place le bureau de projet du prolongement de la ligne bleue. Donc, PLB, des fois, on peut l'appeler prolongement de ligne bleue comme projet ligne bleue. On agit comme donneur d'ouvrage, donc c'est nous qui donnons les contrats, mais aussi c'est nous qui avons la responsabilité de la maîtrise donc la santé et sécurité sur l'ensemble du projet. Le prolongement, donc le projet, le bureau de projet, il est gouverné par 5 partenaires. Il y a le MTMD, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la SQI qui est la Société québécoise des infrastructures, la RTM qui est l'Agence régionale métropolitaine de transport, et la Ville de Montréal et la STM. Et encore là, ces 5 acteurs-là prennent des décisions concertées, stratégiques pour le bien du projet par rapport à la portée, par rapport au budget, par rapport à l'échéancier. Donc, ils sont tous ensemble pour prendre des décisions.
nous, le bureau de projet a réalisé l'ensemble de la conception, réalise l'ensemble de la conception. On est peut-être au total avancé à 70% de l'ensemble de la conception. Donc, il nous reste des portions de station à terminer, mais on est très, très avancé du côté de la conception. Ça a tout été fait avant de donner les contrats. On chapeaute toutes les activités qui vont jusqu'à la mise en exploitation. Donc, jusqu'à temps que le premier train embarque des passagers sur le prolongement, ça va être vraiment le bureau de projet qui va s'occuper de toutes les facettes. On interagit avec la communauté locale, donc avec vous, avec les commerces, etc., avec les adjudicataires qui sont les entrepreneurs, ceux qui obtiennent les contrats de construction, et également avec les médias. On collabore également avec la STM dans son rôle de propriétaire, donc l'exploitant et aussi la RTM, puisque les deux terminus que l'on va présenter plus loin sont de la responsabilité de la RTM. Donc, on est en discussion avec eux, on s'assure que ce qu'on va livrer est conforme à leur attente et on fait les suivis des différents avancements. Prolongement, ça fait longtemps que les gens l'attendent. Ça va amener beaucoup, beaucoup de bénéfices dans le secteur. Donc, on peut presque dire qu'on va connecter l'Est de Montréal. Donc, ça va améliorer la mobilité du secteur. On va renforcer l'intermodalité due, en fin de compte, à la jonction du SRB et de la station P9. Tout ce qu'on va mettre en place va être accessible universellement, donc autant pour les personnes à mobilité réduite que ceux qui ont, on va dire, une déficience visuelle, etc., ils sont pris en considération. Ça va amener un gros essor au développement économique dans le secteur. Et en plus de ça, nous, on va chercher une certification Envision qui est comme un peu le lead pour le bâtiment concernant nos constructions. Le prolongement, ça va amener déjà là nos chiffres, nos statistiques qu'on pense obtenir, c'est 20 000 passagers en pointe du matin. Et encore là, ça, c'est les projections qu'on se fait. Puis un peu comme quand le prolongement a été fait jusqu'à Laval, les projections ont été battues de beaucoup. Ça va de beaucoup réduire le temps de trajet. Donc, présentement, le temps de trajet entre Anjou Saint-Michel, c'est 20, 30, 40 minutes, tout dépendant du trafic. Avec le prolongement entre Saint-Michel et Anjou, ça va être 8 minutes en transport en commun. Ici, on peut voir, en fin de compte, la carte des différentes stations. C'est les noms qui sont temporaires. On sait qu'il va y avoir les vrais noms qui vont sortir sous peu. Donc, on a 5 nouvelles stations, la station P9, Vio, La Cordale, Angély et Anjou. La plupart des sites sont déjà en activité. On va vous les présenter un peu plus loin. Mais aujourd'hui, on vient vous présenter vraiment la structure auxiliaire Provencher, qu'on appelle aussi la SA2, qui se trouve à l'intersection de Jean-Talon et Provencher. Entre chaque station, il y a toujours une interstation, donc une structure auxiliaire qui est présente pour des raisons d'exploitation. Et vous voyez à votre gauche, à votre droite, excusez, à votre droite, donc à l'est, ce qui est en gris, c'est le garage souterrain où est-ce qu'on va stationner les trains supplémentaires qu'on va emmener sur la ligne bleue. Et on peut voir à notre gauche complètement le raccordement à la station Saint-Michel qui va s'opérer. On a deux terminus. On a le terminus qui se situe à P9, donc qui a un petit terminus puis qui a vraiment l'intermodalité avec le SRB. Et on a un terminus à Anjou où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'autobus des différentes sociétés de transport qui vont venir ramener les citoyens qui arrivent de l'extérieur. Là, on voulait vous montrer également un peu les profondeurs du tunnel qui vous met en lumière aussi qu'à la surface, on va sentir très peu, sinon pas de vibrations, parce que nos travaux sont vraiment en souterrain à des profondeurs qui varient selon la géologie des endroits. Donc, on prend comme exemple la station Saint-Michel, on est environ à 17 mètres de profond. Déjà là, à Pinard, on va être rendu plus dans les 18-20 mètres de profond. Et la SA2 qu'on parle aujourd'hui est à la 26 mètres de profondeur environ. On peut aller jusqu'à des profondeurs de 30 mètres, tout dépendant de la géologie. Mais encore là, une structure exacte toujours plus profonde que les deux stations de chaque côté pour ramener l'eau et aider les trains à accélérer et à freiner en arrivée de tunnel. C'est un
projet titanesque. On parle de stations qui vont être de stations et de tunnels qui vont varier entre 17 et 40 mètres de profondeur. Tous nos éléments sont construits en sous-sol, donc en souterrain, à part pour, on va dire, notre transept, donc notre édicule principal de station qui est à ciel ouvert, mais tout le reste est construit en souterrain. On va avoir avec les voies de garage au total environ 8 km de tunnel. Pour y arriver, on a fait plus d'une centaine de forages exploratoires pour s'assurer de bien connaître notre géologie, bien connaître ça serait quoi nos enjeux avec le roc, avec la roche, avec les différentes problématiques qui peuvent survenir. Donc, avec ces éléments-là, on est capable d'avoir une meilleure conception adaptée aux défis qui nous attendent. Au total, on va excaver plus de 2,4 millions de tonnes de roc. Donc, la plupart vont même sortir à travers la station P9 qui est déjà en opération. On va avoir au total environ 16 chantiers isolés les uns des autres. Présentement, on a déjà 10 qui sont lancés. Donc, au total, on devrait avoir des pointes environ de 2000 travailleurs, mais qui s'étalent sur 16 sites qui vont de la station Saint-Michel jusqu'à l'est de l'autoroute 25 et même de la 40, on va dire plus au nord, par rapport à les chantiers qui touchent le garage. Maintenant, je vais donner la parole à Sarah Bédard qui s'occupe des différents avancements des chantiers qui vous concernent. Donc, elle va pouvoir vous faire un avancement puisqu'elle est au courant, elle le voit tous les jours. Merci David. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui. Donc, comme David disait, je travaille sur le lot principal d'excavation. Donc, on est en action depuis déjà le printemps, l'automne dernier, en fait, un peu partout. Donc, on a parti nos 5 stations. Les chantiers sont démarrés. Puis, on a débuté aussi les chantiers de 3 de nos 7 structures auxiliaires. Donc, vous voyez à l'écran maintenant le chantier du site P9. C'est notre chantier le plus avancé à ce jour. Il a commencé en septembre dernier. Donc, on voit qu'on est déjà en train d'excaver le transept, là, qui est le puits à ciel ouvert de la station. Je vais vous le montrer ici avec mon petit zoom. Donc, ça, ici, c'est la zone du transept. Puis, on a juste à côté ici, un peu plus à l'est, l'issue de secours là, qui est bâtie sur le même site du chantier. Donc, on a environ une dizaine de mètres là, qui est excavé à ce jour. On va atteindre un peu moins que 20 mètres. Donc, la moitié de l'excavation là, est réalisée. Ici, on voit le chantier Vio qui est aussi avancé depuis septembre dernier. L'avancement n'est pas le même parce qu'on avait beaucoup de travaux à faire sur la rue Jean Talon pour le site Vio, ce qui a pris qui a pris quand même les premiers mois du chantier. Par contre, là, on commence à venir faire notre excavation là, de notre site principal, là, donc de ce qu'on appelle le transept. Ça va débuter là, sous peu au niveau de l'excavation du roc. Pour l'instant, on est encore dans l'excavation du mort-terrain, donc du sol meuble. Maintenant, je vous présente la station Lacordaire, qui est aussi une station qui est très avancée. Elle est même là, en avant de sa planification. Donc, on est déjà en train de faire l'excavation du roc. La vue que vous voyez, c'est vraiment le site principal. L'issue de secours de cette station-là se fait sur le parc qui est adjacent, donc dans le parc La Dauversière, qui est aussi très bien avancé. Je continue avec la station L'Angelier. Je vous dirais que cette station-là, avec celle de P9, l'avancement est similaire. On a atteint aussi là, plusieurs mètres d'excavation de roc. La station L'Angelier aussi, on a débuté les travaux de microdynamitage contrôlé. C'est le premier site qui a fait cette méthode d'excavation-là pour la sortie de secours que vous voyez là, dans le fond, à côté de la banque TD. Voilà, les travaux vont de bon train ici aussi. Et finalement, la station Anjou, qui, elle, est vraiment à ses débuts. Le contrat est octroyé là, dans les derniers mois. L'entrepreneur s'est mobilisé, puis a commencé ses travaux d'utilité urbaine, là, donc les travaux au niveau des rues, des conduites d'égouts et tout, qui doit repositionner en fonction des travaux d'excavation qui débuteront là, dans les prochaines semaines, mois.
Je n'ai pas de section sur les structures auxiliaires. Par contre, il y en a qui ont commencé. D'ailleurs, la structure auxiliaire Provencher, qu'on appelle SA2, puis ça se peut, je mentionne ce nom-là, -là, c'est comme un peu son surnom, qui a débuté déjà à la mi-avril. L'entrepreneur s'est mobilisé. Il y a aussi la structure auxiliaire 1, donc celle qui se trouve entre la station Saint-Michel existante et la future station P9 a débuté ses activités à la fin avril. Dans les deux cas, on est dans la mobilisation du chantier. Donc, l'entrepreneur est venu ceinturer son chantier, est en train de monter ses cloisons qui vont agir à titre de périmètre de chantier, fait des petits travaux à l'intérieur. Il y a eu des travaux aussi au niveau des trottoirs, mais ça, c'est commencé. Puis aussi, il a commencé à se mobiliser à la structure auxiliaire 5 qui, elle, se trouve proche des Halles d'Anjou. Donc, qui dit travaux, excavation, dit travaux, des méthodes d'excavation différentes. L'entrepreneur, d'ailleurs, avec qui on fait affaire, a opté pour plusieurs méthodes pour faire ses travaux. Entre autres, au niveau des stations, il a préconisé des méthodes d'excavation mécanique qu'on appelle de l'éclateur de roc. Donc, c'est une excavation qui se fait de façon mécanique, puis qui permet d'avancer le chantier sensiblement au même rythme que le microdynamitage contrôlé. Mais il a préconisé cette méthode-là pour les aspects, la gestion des nuisances, qui est peut-être plus facile à ce niveau-là. Il y a aussi le microdynamitage contrôlé que l'entrepreneur va utiliser pour nos sites qui sont plus restreints, donc principalement nos structures auxiliaires, les issues de secours, le puits d'excavation, le périmètre est plus petit, ce qui empêche l'équipement mécanique qui est utilisé pour l'éclateur de roc. On ne peut pas procéder, on n'a pas assez de place, donc on va aller vers du microdynamitage contrôlé. Il y a eu une séance d'information sur le microdynamitage contrôlé qui était très enrichissante, qui venait détailler vraiment tout ce processus-là. Il y aura un lien qui va vous être joint dans la présentation pour que vous puissiez y accéder là, afin d'aller chercher l'information nécessaire. Ensuite, au niveau des tunnels, on va opter pour le projet Ligne bleue d'un tunnelier, ce qui est l'image que vous voyez à droite, là, qui est une espèce de... C'est ça ici, ça c'est le bouclier du tunnelier. Un tunnelier il va venir, c'est une méthode mécanique, mais c'est vraiment un équipement majeur qui va partir de notre station P9, la future station P9, puis qui va creuser les 4 km de tunnel là, qui nous distancent entre P9 et Anjou. Ce tunnelier-là est en fabrication pour l'instant. Les tunneliers sont vraiment fabriqués sur mesure selon les paramètres, les contraintes des chantiers, c'est-à-dire, admettons, le diamètre du tunnel comme exemple, va avoir chaque tunnel a son propre diamètre, puis aussi la condition du roc là, qui fait que le tunnelier, on va choisir en conséquence de ce qu'il doit creuser. Donc, le tunnelier arrivera à l'automne prochain en pièces détachées, puis va commencer ses opérations plutôt vers le printemps 2026. Puis, au niveau de ce que vous voyez à gauche, qui est ici, ça, c'est ce qu'on appelle une haveuse. C'est l'autre méthode d'excavation qu'on va utiliser pour nos tunnels. C'est une espèce de grand bras mécanique là, qui vient creuser le tunnel avec les dents ici, là, sur la pointe. Donc, ça, on va utiliser la haveuse, entre autres, pour excaver entre la station Saint-Michel existante et la station P9. Puis aussi, suite à la station Anjou, le tunnelier arrête dans l'édicule ouest de la station Anjou. Donc, il va arrêter dans le stationnement des galeries d'Anjou. Donc, toute la portion à l'est pour se rendre jusqu'à la fin du garage sera excavée avec des haveuses. Donc, ça ici, c'est ce que vous voyez, c'est un plan de ce qui est un tunnelier. Donc, le tunnelier, au fur et à mesure qu'il avance, il va creuser par sa tête ici, par la roue de coupe. Puis, au même moment, en arrière, il vient poser des voussoirs qu'on appelle, qui est une espèce de béton préfabriqué qui crée des anneaux de béton préfabriqué. Donc, au fur et à mesure qu'il avance, il bétonne l'arrière de ce qu'il a creusé. Donc, c'est tout fait à même l'équipement. Maintenant, passons au sujet de notre bâtiment auxiliaire Provencher, le sujet du jour. Donc,
Un bâtiment auxiliaire, c'est en fait un bâtiment d'opération qui est nécessaire à l'exploitation du métro. On vient les positionner entre nos stations. Ils servent principalement, on va venir y mettre des gros ventilateurs mécaniques là, pour assurer la ventilation des métros. On met aussi des équipements électriques puissants là, pour qui nous permettent d'opérer notre métro. Donc, à l'extérieur, ce bâtiment-là est un peu, ils se font un peu dans le décor. Donc, c'est pas un bâtiment où vous allez avoir beaucoup d'activités. Ici, on vous donne 2 exemples qu'on retrouve sur le réseau de Montréal, puisqu'il y en a un peu partout. Vous avez le Saint-Grégoire où vous avez le bâtiment ici, qui est le bâtiment auxiliaire auquel est joint un poste de redressement, donc un poste électrique à côté. Donc, ça, c'est un des exemples. À côté, Bercy, c'est un bâtiment qui est un petit peu plus petit. Le bâtiment, la structure auxiliaire en soi, c'est vraiment juste ce qu'on voit à gauche. Là. Le bâtiment à droite qui est un peu plus avancé, ça, c'est un bâtiment du quartier auquel on vient juste s'annexer dans le cadre de la construction, puis un petit aménagement devant. Donc, nous, au niveau du bâtiment auxiliaire, ici, ça, c'est le bâtiment auxiliaire 2, donc Provencher. On vous a mis une vue 3D pour que vous voyez un peu de quoi ça a l'air. Au niveau visuel en surface, là, la seule chose qu'on voit, c'est le petit bâtiment ici. Donc, le petit bâtiment en surface, tout le reste est souterrain. Donc, en surface, c'est vraiment juste une porte d'entrée pour qu'on puisse accéder à nos équipements qui se trouvent en souterrain. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va venir excaver un puits vertical dans lequel on va retrouver, entre autres, un puits de ventilation. Les grilles de ventilation se trouvent habituellement sur le toit du bâtiment ensuite qu'on retrouve en surface. Puis, il y a des espèces de galeries souterraines comme ça qui se relient jusqu'au métro où on vient mettre nos autres types d'équipements plus électriques. Les bâtiments auxiliaires aussi, c'est les points bas des tunnels. Donc, les stations de part et d'autre sont un peu plus élevées, ce qui fait que l'eau, on la fait écouler vers la structure auxiliaire. Puis, à partir de cette structure-là, on vient pomper les eaux du tunnel. Et le bâtiment auxiliaire peut servir dans des cas extrêmement exceptionnels, à une sortie de secours, c'est-à-dire que s'il advenait qu'on devait évacuer d'urgence et que les stations, on n'évacuait pas via les stations, bien, ça pourrait être, le bâtiment auxiliaire pourrait être utilisé pour un type d'évacuation. C'est jamais arrivé à ce jour. Donc, au niveau des travaux qui s'en viennent, vous avez vu, on est déjà mobilisé. On a fait des petits travaux d'aménagement de trottoirs, des entrées charretières, surtout là, pour notre entrée, notre sortie de chantier. Je vais vous montrer ensuite le plan de circulation. Ce que l'entrepreneur qui est sur place va faire maintenant, ça va se commencer dans les prochains mois, semaine-mois. Il va venir commencer par son excavation. Donc, en premier, il fait son morterin. Il vient tout créer ses murs de soutènement. Puis ensuite, il excave son roc. Donc, il va utiliser la méthode de microdynamitage contrôlé, considérant l'espace très restreint de ce chantier-là. Il va creuser tout son trou à la verticale. Il va faire aussi l'excavation mécanique avec, ça ne sera pas l'excavation du tunnel, ça ne sera pas par microdynamitage, ça va être par une excavation mécanique d'un genre de laveuse, mais en beaucoup plus petit format de par la grosseur des tunnels, pour venir se raccorder. Dans le fond, il va créer ces galeries qui viennent se raccorder au tunnel du métro. Il va par la suite bétonner toutes les parois, autant verticales du puits que horizontales du tunnel de raccordement. Puis, lui aura fini son travail. Suite à ça, un autre entrepreneur, sur le même chantier, va venir faire des travaux de la construction, dans le fond, de la structure. Donc, va venir installer les équipements, créer les cloisons, tout ça, tout aménager l'intérieur et va bâtir en surface le petit édicule, le petit bâtiment d'accès. Va faire tout l'aménagement aussi autour là, pour qu'on remette le site en bon état là, à notre sortie du chantier. On prévoit terminer les travaux fin 2028. Donc, en tout et pour tout, là, jusqu'au réaménagement extérieur, ça a commencé 2025, ça va se terminer vers la fin 2028. Maintenant, ça, c'est une vue en plan de notre bâtiment. Ce que vous avez vu, dans le fond, on a commencé déjà à s'implanter. Donc, la zone en hacherie, c'est vraiment le chantier. Donc, c'est une bonne nouvelle pour le bâtiment Provencher, là, contrairement à d'autres sites, entre autres nos stations.
on n'a aucune empreinte sur rue. On est vraiment localisé dans le stationnement qui était disponible, le stationnement du mini-centre d'achat, où il y a le maxi et tout. Donc, on a ceinturé, les chemins de circulation demeurent sur les trottoirs, il n'y a pas d'empiètement là non plus. On ne touche pas au parc à chiens non plus, donc le parc à chiens demeure accessible. On vient juste se ceinturer, il va y avoir des murs là, de 3 mètres de hauteur là, qui va venir ceinturer le chantier, comme vous avez vu à Pineuf, que vous voyez à Vieux aussi, pour vraiment venir fermer, cloisonner notre espace de chantier. Il y a aussi, au niveau du camionnage, qui dit excavation, dit sortie de roc. Donc, on va avoir des camions quand même qui vont aller et venir sur le chantier. Ces camions-là, ils arrivent en fait de Provencher. Donc, ils vont descendre de Provencher là, vers le sud, vont arriver au coin de Jean Talon, tourner, comme vous pouvez voir, l'entrée de chantier, ce sera sur Jean Talon, pour finalement sortir via Provencher là, et se rediriger vers la carrière Francon, la carrière Saint-Michel. En fait, dans le cadre de ce projet-là, la carrière Saint-Michel est un de nos sites de prédilection pour le dépôt du roc. Donc, c'est une carrière qui appartient à la ville. Donc, on redonne le roc là, à la ville et c'est à partir de Provencher que l'entrepreneur va pouvoir s'y rendre. Maintenant, au niveau mobilité et gestion de la mobilité, certes, comme il n'y a pas d'entrave à rien, encore moins tous les accès, tout demeure fonctionnel, hein, que ce soit dans le stationnement, les commerces, évidemment, tout demeure fonctionnel et le parc à chiens sera aussi disponible en tout temps. On a adapté la signalisation autour du chantier pour aider au niveau, surtout des chemins, des entraves qu'il y a sur les autres sites, là, mais on a une mobilité, un système de mobilité intégré, donc la circulation, on va pouvoir relocaliser aux bons endroits. Il y a aussi une coordination au niveau des détours, puis c'est surtout une optimisation des routes de camionnage, c'est-à-dire que, comme vous avez pu voir, nous, on fait circuler nos camions seulement par Provencher et Jean Talon dans le cadre de la structure auxiliaire. Le but, c'est vraiment de limiter les camions aux grandes artères et empêcher les camions d'aller là, sur les rues plus résidentielles là, dans le but d'assurer la sécurité de nos riverains. Donc, bien aussi, je tiens à juste préciser que bien qu'on ait des entraves sur Jean Talon, les axes nord-sud demeurent toujours opérables. Donc, c'est vraiment nos entraves là, sont localisées. Puis, on peut circuler là, entre nos différentes entraves grâce aux axes nord-sud. La sécurité, c'est vraiment un des piliers du projet. C'est une des valeurs qu'on martèle. On veut la sécurité, mais pas juste de nos travailleurs, mais aussi de nos riverains, des piétons, des cyclistes et automobilistes qui circulent aux abords du chantier. Donc, on met des mesures pour s'assurer que la cohabitation se fait en toute sécurité. D'abord, il y a des signaleurs qui vont se trouver à l'entrée et à la sortie de chacun des chantiers, donc entre autres à la structure auxiliaire A. Donc ça fait que le signaleur, du moment qu'il y a un camion qui veut entrer, va pouvoir s'assurer de la sécurité, s'assurer que le camion, il y a une visibilité sur tout ce qui l'entoure, puis qu'on assure la sécurité des piétons, cyclistes là, qui peuvent se trouver dans certains angles morts du camion. Idem à la sortie, le signaleur va s'assurer que l'endroit est sécuritaire avant que le camion puisse sortir, se diriger sur les rues pour éviter quelconque accident. Il y a de l'accessibilité universelle autour du chantier. Il y a eu moins de démarches, d'actions à entreprendre au niveau de la structure auxiliaire 2, puisque on empiète moins sur les trottoirs, mais je peux vous donner l'exemple de tous les autres sites où on est venu créer des entrées charretières, des descentes de trottoirs pour s'assurer, marquer au sol aussi pour s'assurer de faire circuler nos piétons dans des endroits sécuritaires aux abords du chantier où on assure une visibilité en tout temps, autant pour eux que pour les travailleurs du chantier. Maintenant, mesures d'atténuation au niveau des nuisances, qui dit travaux d'excavation, qui dit travaux de construction, dit certaines nuisances en termes de bruit, de poussière, de vibration au niveau des travaux d'excavation. Donc, notre intention, c'est vraiment de réduire toutes ces sources de nuisances-là à la source. Donc, on va venir limiter le plus possible, je vais dire comme exemple, on va venir
camoufler le bruit à la source de l'équipement, mettre des toiles, protéger la poussière aussitôt que c'est émis par les équipements, mais malgré tout, il y a des mesures qu'on doit prendre à l'ampleur du chantier pour s'assurer de limiter le plus possible là, ces nuisances-là, puis d'assurer une cohabitation harmonieuse. Donc, au niveau du bruit, on est soumis à un règlement qui vient moduler en fait le niveau de bruit permis durant la journée. Donc, de jour, le bruit, il y a plus de bruit ambiant dans le quartier. Donc, nécessairement, les travaux bruyants se font là. Ça permet de se camoufler un peu plus dans le quartier. Par contre, de soir et de nuit, les niveaux de bruit sont très bas, ce qui limite vraiment l'entrepreneur à des travaux très, très peu bruyants. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de la station, notre bâtiment auxiliaire Provencher, tous travaux d'excavation, de microdynamitage, de creusage va se faire de jour, puisque c'est des travaux qui génèrent beaucoup plus de bruit. Le soir, l'entrepreneur va peut-être plus faire des petits travaux d'aménagement ou d'éléments qui sont vraiment plus de préparation, là, qui ne génèrent pas un niveau de bruit qui permet vraiment là, de respecter les limites. Il y a des murs anti-bruit qui vont ceinturer le chantier. Ça, c'est des murs, vous les avez probablement vus, là, ça commence déjà à s'ériger, mais c'est des murs avec du bois qu'on vient combler de laine minérale, dans le fond, fait que ça vient vraiment un peu cloîtrer le chantier, là, puis absorber le bruit à l'intérieur, puis essayer de garder, d'éviter la propagation du bruit. Les camions, on demande à ce qu'ils aient des alarmes de recul à bruit blanc. Les aménagements au niveau du chantier limitent beaucoup les reculs de camions. On aménage les routes à l'intérieur du chantier pour que le camion ait juste besoin d'avancer, non pas de reculer. Mais en cas de besoin de recul, on demande à ce qu'il y ait des bruits blancs, donc un bruit qui est vraiment plus sourd au lieu d'une alarme pour que ça soit perceptible à l'intérieur du chantier, mais non perceptible à l'extérieur. Au niveau de la poussière, même chose, travaux d'excavation, ça génère de la poussière, de casser du roc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des toiles anti-poussière pour essayer de capter les particules dans l'air. Mais ce qu'on va aussi faire, c'est de venir mouiller. Donc, on vient mouiller la poussière là, à même l'excavation, puis surtout à la sortie avant la sortie des chantiers pour s'assurer qu'elle soit absorbée par l'eau, puis qu'elle ne se lève pas dans l'air quand on circule dessus. Donc, les camions sont lavés avant de sortir du chantier, puis on va nettoyer aussi toutes les rues avoisinantes. Là, en fait, pas les rues avoisinantes, mais le chemin de camionnage là, autour du chantier pour s'assurer là, que ça demeure propre en tout temps. Finalement, dernier point au niveau des vibrations, qui dit travaux d'excavation, surtout encore plus avec du microdynamitage contrôlé où les niveaux de vibration sont un peu plus élevés. On vient mettre des mesures pour s'assurer de suivre ces vibrations-là pour limiter. Le microdynamitage a un niveau très bas de vibration, mais quand même, on prend des mesures en amont. Soit de la pré-inspection des bâtiments dans un rayon autour du chantier. Si vous habitez tout près du chantier, probablement que vous avez déjà reçu la visite de nos experts qui sont venus prendre connaissance, faire un état un peu des lieux de vos bâtiments, s'assurer de la santé des bâtiments, déceler s'il y a des bâtiments plus névralgiques qui nécessitent des mesures de protection additionnelles. Mais sinon, durant tous les travaux, il y a aussi un suivi en temps réel des vibrations. Donc, on s'assure que les seuils soient respectés, qu'on évite qu'il n'y ait pas de dépassement là, qui pourrait générer dommages. Puis aussi, considérant qu'il y a du microdynamitage, le code impose qu'on fasse une distribution de détecteurs de monoxyde de carbone dans les bâtiments autour. Vous aurez, en temps et lieu, en amont de ces travaux-là, vous aurez la visite là, de nos experts qui vont venir installer les détecteurs. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que vous n'êtes pas, si vous n'avez pas de visite, c'est que vous n'êtes pas dans le rayon prescrit, mais il y a un certain rayon là, qui est prescrit pour ça. Je termine, j'ai oublié de vous mentionner au niveau du bruit et de la poussière. Sachez qu'on est en train de préparer une interface publique dans laquelle on va venir vous faire état des données qu'on fait parce que autant, tout comme pour les vibrations, pour les bruits de poussière, on a des instruments de mesure qui mesurent soit le niveau sonore dans le quartier ou la qualité de l'air. Donc, on va venir vous présenter les mesures. Là, ça va être accessible en tout temps sur Internet. Ça va être des données quotidiennes là, qui vont vous être présentées là, selon l'évolution du chantier.
Prochaines étapes. Donc là, j'ai vraiment fait le tour du chantier, des mesures qu'on met en place là, pour assurer notre cohabitation. Maintenant, ce qui s'en vient au niveau du projet dans son ensemble, il y a des dévoilements à venir. On a très hâte de le faire. C'est comme des grands moments pour promouvoir notre projet. Mais d'abord, il y a le nom des stations qui vont, on va arrêter de les appeler P9, Vio, Lacordaire. C'est des stations chaque station va recevoir son propre nom. Il y a eu un comité de toponymie là, qui a été mis sur place pour établir le nom de ces stations-là. Donc, bien hâte de les découvrir avec vous. Là. Je ne les connais pas encore, mais ça s'en vient, dévoilement à venir. Aussi, au niveau de notre tunnelier, ça, c'est une tradition dans le milieu de la construction. Tout équipement majeur sur un chantier se voit baptisé. Donc, la coutume va se poursuivre avec le tunnelier. On va le baptiser, on va lui donner un nom. La coutume veut que ça soit un nom de femme aussi. Donc, pour ça, il y aura un concours là, qui va être organisé là, avec le public pour qu'on trouve le nom de ce tunnelier-là. Ça va se faire dans les semaines, mois, plutôt mois à venir, là, considérant l'arrivée du tunnelier à l'automne prochain. Finalement, au niveau des stations propres, vous savez, le réseau de métro de Montréal est reconnu à travers le monde pour une particularité qui est que chacune de ces stations a son propre concept. Donc, chaque station est unique sur le réseau du métro de Montréal. Ça va être la même chose avec nos 5 futures stations. Chaque station a son propre concepteur, donc aura son propre design, auquel sera joint aussi une œuvre d'art qui va être propre à chaque station avec un artiste distinct. Donc, il y aura aussi dévoilement là, en temps et lieu là, de ces concepts-là et de l'œuvre d'art qui sera intégrée à même les stations. Finalement, je conclue avec un dernier aspect au niveau de notre engagement auprès de la communauté. C'est très important pour nous d'établir un lien avec vous, de vous communiquer, d'être transparent, de vous dire ce qui se passe avec le projet. On sait qu'on s'impose dans votre quartier pendant de longues années, fait que c'est pas toujours facile. On comprend que ça peut générer certains enjeux. Le but pour nous, c'est d'être transparent, pour vous dire ce qu'il y en est, puis vous tenir au courant de l'évolution de notre chantier pour que vous puissiez y participer un peu. Donc, c'est important pour nous de vous entendre. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vous présenter en amont les travaux, mais on va revenir aussi tout au long de l'évolution pour vous montrer un peu ce qu'il y en est. Donc, on veut vous entendre. Donc, c'est important pour nous. On met plusieurs moyens pour justement qu'on reste en contact là, tout au long de notre chantier. Donc, voici les différentes manières de comment on maintient notre relation. On a une équipe d'agents de liaison qui sont dépêchés sur le chantier, que vous pouvez voir souvent. Ils vont se promener dans le quartier, aller distribuer de l'information, aller à l'écoute aussi, soit des riverains ou des commerces là, pour comprendre un peu les enjeux auxquels vous faites face. Ces agents-là nous ramènent à nous, les équipes projet, un peu le pouls du quartier là, pour qu'on puisse adresser des demandes là, dans la mesure du possible. Il y a les séances d'information qu'on met sur pied. On fait celle-ci. On en a fait plusieurs jusqu'à maintenant. On va continuer d'en faire. Comme je vous dis, ça va être aussi récurrent tout au long du projet. Il y a des comités de bon voisinage qui sont mis en place. Celui pour la structure bâtiment auxiliaire Provencher est déjà mis en place puisque c'est le même comité que pour la structure P9. Donc, pour la station P9, c'est un comité conjoint. On a déjà eu 2 rencontres à ce jour. C'est des comités très, très intéressants où vous avez, dans le fond, des représentants du quartier qui viennent s'asseoir avec nous, représentants du projet. Là, puis il y a nos partenaires aussi de la ville qui sont là pour vraiment comprendre, échanger sur les enjeux, voir comment ensemble on peut répondre à ces enjeux-là. Donc, c'est vraiment des solutions collaboratives qu'on tente de mettre en place. Vous allez nous voir aussi dans les participations, dans les fêtes citoyennes ou les événements de quartier là, pour faire un peu d'informations sur le projet, vous tenir informés si vous avez des questions, être à l'écoute aussi. Puis, il y a de la communication qui est envoyée. Je vais vous montrer sur la slide suivante. On a différents médiums de communication pour vous tenir au courant en temps opportun. Donc, d'abord, il y a notre site web projetlignebleu.info que vous pouvez aller consulter. On met toutes les nouvelles du projet. Il y a des photos, il y a
tout développement là, est vraiment apparaît là sur ce site-là, mais c'est aussi à partir de ce site-là que vous pouvez vous inscrire pour les bulletins électroniques, donc des bulletins que vous allez recevoir par email. Les bulletins, il y a des bulletins généraux, donc qui est vraiment sur le projet en soi, puis il y a des bulletins plus ciblés qu'on va, mettons, envoyer en vue par exemple, pour les travaux de microdynamitage qui vont se faire au bâtiment auxiliaire, vous allez recevoir une communication ciblée juste avant pour vous informer que ça commence, puis vous tenir au courant un peu de ce qu'il y en est, combien de temps ça va durer, tout ça, là, juste pour s'assurer que vous êtes au courant. Puis, il y a ensuite moyens de communiquer avec nous de manière plus directe. D'abord, notre service à la clientèle, plb.info. Donc, c'est une ligne téléphonique. Vous pouvez laisser un message. Si vous appelez, dans le fond, nos agents de liaison ou leur adresse email, donc liaison@commercialprojetlignbleu.info, qui est auquel cas vous pouvez nous écrire en tout temps là, pour adresser soit une demande, un commentaire ou un enjeu là, que vous vivez sur le projet là, afin qu'on puisse être informé puis vous revenir avec des réponses. Donc, je crois que ça fait le tour pour moi. Je vous remercie de votre écoute, en espérant avoir répondu à vos questionnements. Oui, alors merci beaucoup, Sarah, ainsi qu'à David qui a parlé précédemment. Merci donc pour cette présentation, ma foi, fort instructive. Et c'est maintenant qu'on entame la période de questions. On vous rappelle que vous pouvez poser votre question si vous êtes sur un ordinateur en cliquant sur l'icône de bulle où il est inscrit Q et R. Donc, c'est en haut de votre écran. Et si vous êtes sur votre cellulaire, ben, vous pouvez poser la question en cliquant sur les 3 points en bas à droite et ensuite sur questions-réponses, Q et R, et poser votre question par écrit. Alors, nous allons tenter de répondre à toutes les questions. Cependant, si pour quelque raison que ce soit, par exemple, si vous avez des problèmes techniques ou bon, si votre question n'a pas été traitée, vous pourrez toujours nous écrire, oui, à l'adresse courriel liaison@commercial-projet-ligne-bleue, en un seul mot, .info. Alors, je vais passer aux questions. Nous avons reçu donc les questions déjà. J'ai ça dans un document ici. Alors, je passe d'un document à l'autre. Et en fait, les premières questions que nous avons reçues à l'avance, en fait, des questions qui sont en lien beaucoup avec le parc à chiens. Alors, on nous demande d'abord, est-ce que ce bâtiment, une fois qu'il sera en activité, va poser des nuisances sonores qui pourraient rendre inconfortable l'utilisation du parc par les chiens? Parce qu'on sait que les chiens sont plus sensibles aux vibrations. Alors, est-ce qu'il y aura des nuisances sonores, donc nuisibles aux chiens ou aux humains, dues à la proximité du bâtiment, une fois qu'il sera achevé? Alors, je pose la question à Sarah. Oui, merci. Désolée. Puis c'est une très bonne question. J'aurais dû le mentionner dans la présentation, là, la finalité de l'ouvrage. En fait, non, je vous rassure. Au niveau des équipements, on les entoure de grands silencieux. Donc, là, vraiment, à l'extérieur, le bâtiment, là, c'est un bâtiment qui ne génère pas de bruit. Donc, même si les chiens ont l'oreille plus fine, il n'y aura pas d'enjeu à cet effet-là là, au niveau de la finalité durant les opérations. Donc, une fois que c'est mis en fonction, ça va être totalement transparent dans le quartier, là, le bâtiment. Et une autre question, Sarah, qui est un peu en lien, en fait, c'est plus, en fait, durant les travaux, est-ce que le parc à chiens sera toujours accessible? Est-ce qu'il sera toujours praticable? Le niveau de bruit ne sera pas trop élevé? Est-ce que c'est du microdynamitage? Enfin, bref, est-ce que ce sera toujours accessible? Et même, bon, on demande, est-ce qu'il y aura un parc à chiens de remplacement? Non, mais en fait, nous, dans le cadre du projet, on ne touche pas au parc à chiens, donc il est toujours accessible. On sait que la ville va venir faire des petites réparations de clôture, faire, je crois, de l'aménagement, remettre un peu de roche et tout pour la santé du parc, mais c'est pas, il n'y aura pas d'enjeu d'accessibilité. Maintenant, au niveau du bruit, comme on vient ceinturer notre chantier par des murs anti-bruit, certes, ça peut être bruyant un peu, mais ça ne sera pas trop dérangeant. Le niveau de bruit va être contrôlé au niveau du sol. Puis, par rapport, oui, il y a du microdynamitage. Le microdynamitage, c'est pas là,
c'est de très, très courte durée, ces travaux-là, de manière à le sautage là, qui peut créer un petit peu de bruit. Et vraiment, là, dans l'espace de quelques secondes. Là. Fait que ça sera pas dérangeant sur du long terme. Vous serez avisé, puis vous pouvez aller voir, comme je vous disais, la séance d'information là-dessus. Là, vous allez voir tout l'aspect communication là, qui est en lien avec ces travaux-là. Donc, vous serez avisé bien en avance là, de quand ça va se faire pour que vous puissiez être au courant là, si vous vous trouvez dans le parc à chiens là, au moment de ces travaux. Merci pour la réponse. Autre question, en fait, qui est peut-être plus générale, puis en fait, il y a plusieurs sous-questions. On nous demande pourquoi construire une bâtisse auxiliaire dans ce coin-là. On nous demande d'abord pourquoi on construit cette bâtisse-là. Je pense qu'on a quand même pas mal répondu tout de même à cette question-là. Pourquoi on la construit maintenant? On ne pourrait pas attendre plus tard pour la construire. Et aussi, est-ce qu'on va penser à ajouter des arbres ou de la verdure autour de ce bâtiment? Donc, plusieurs questions. Plusieurs questions. Le bâtiment il est nécessaire à l'opération du métro, donc ça va dans le cadre du prolongement. On n'a pas le choix de le faire là. Pourquoi là? C'est en termes de distance, il faut qu'il soit vraiment à un certain juste milieu là, entre les deux stations. Puis on a aussi, on essaie la localisation est aussi en fonction des terrains disponibles. Donc, le choix s'est fait sur ce terrain-là. Pourquoi le faire maintenant? Ça cadre dans l'échéancier des travaux. Les travaux, bien que moins longs, ça nous permet de le faire un peu plus en temps masqué, puis de mettre nos efforts au niveau des stations, puisque c'est le même entrepreneur qui fait ces travaux-là. Au niveau de l'aménagement extérieur, oui, là, il va y avoir un petit aménagement. On ne réaménage pas tout le stationnement, mais toute la zone qu'on utilise sera réaménagée puis pour que ça soit joli, là, puis ça s'intègre bien dans le quartier, puis dans tout ce qui s'en vient aussi au niveau du développement du quartier avec les nouvelles stations métro. Excellent. On nous demande maintenant, concernant les mesures d'atténuation, quelles mesures d'atténuation de la circulation sont prévues pour assurer la sécurité des piétons, notamment les enfants dans le secteur? On a parlé des chemins de camionnage. Oui. Mais peut-être qu'il y a d'autres mesures. Oui, on a fait, mais je ne sais pas si vous les avez vues, mais dans le fond, les camions vont emprunter Provencher. On a fait des mesures d'atténuation au niveau de Provencher, réaménager des trottoirs, fait des espèces de marquage au sol là, pour assurer justement la circulation. On sait qu'il y a une école ou qu'il y a des parcs sur Provencher, donc la sécurisation automobile était de mise dans ce secteur-là. Donc, les mesures ont déjà été mises en place là, pour vraiment s'assurer que les camions circulent à faible vitesse et de manière sécuritaire, puis que les piétons puissent circuler au niveau de la rue Provencher là, de manière sécuritaire. Pour le sentier propre, comme je vous disais, il n'y a pas vraiment d'aménagement additionnel du fait qu'on n'empiète pas sur la rue ou sur les trottoirs. Donc, vraiment, les trottoirs demeurent accessibles. C'est grâce à nos signaleurs là, à l'entrée-sortie qu'on gère la sécurité là, des piétons pour s'assurer que les camions puissent circuler avec une visibilité en tout temps là, sur l'environnement qui l'entoure. Très bien. Merci. Une question par rapport au bus. En fait, on nous demande quand le bus 141 passera à nouveau sur Jean Talon, près du RPA le 22. Oui, concernant les autobus, oui, il y a eu une déviation, c'est-à-dire qu'on a mis en place une voie réservée sur la rue Bélanger, puisque la rue Jean Talon était à beaucoup d'endroits complètement fermée. Donc, vraiment, c'est toute la circulation de la 141 est maintenant sur la rue Bélanger. On espère ouvrir la rue Jean Talon à la circulation le plus tôt possible. Présentement, c'est impossible avant 2029, même 2030, parce qu'il y a quand même beaucoup de travaux avant d'être capable de remettre en fin de compte une circulation dans les deux directions sur la rue Jean Talon. Mais encore là, à l'ouverture des stations, sûrement que il va y avoir une réforme par rapport à toute l'offre de services en autobus, puisque avec l'arrivée du prolongement,
Les fréquences, peut-être les parcours ne seront pas les mêmes, mais ça va être étudié par le groupe d'autobus. Parfait, merci. Écoutez, les questions commencent à entrer. On vous avait demandé là, justement d'attendre avant de nous les poser. Et en voici une concernant les nuisances. Est-ce que les camions circuleront dans les heures de début et de sortie des classes? Là, on parle plus entre 7h30, 8h et entre 15h et 16h. Oui, en fait, nos travaux d'excavation sont limités de jours de par le bruit que ça génère. Donc, les chantiers demeurent environ vers 7 heures. C'est environ du 10 heures par jour qu'ils travaillent de manière un peu plus bruyante là, selon les limites de bruit. Donc, il faut s'attendre à voir des camions là, circuler au niveau de Provencher. À ces heures-là, les camions du site P9 arrivent aussi de Provencher. Donc, c'est sûr que le niveau de camion pour le site structure auxiliaire A est moindre de par le fait que l'ampleur d'excavation est moindre, mais comme on excave aussi, comme à P9, il y a déjà des travaux d'excavation, puis c'est le même chemin de camionnage qui est emprunté, là, il y a quand même un volume un peu plus important sur Provencher là, qui est attendu. Merci pour cette réponse. Alors, comme on vous le disait, on attend vos questions, si vous en avez, parce qu'effectivement, la présentation était très claire, très complète, mais on attend toujours pour voir s'il y a d'autres questions de votre côté. On peut attendre encore un petit instant, quelques minutes, tout au plus. Peut-être vous rappeler, pendant qu'on attend des questions, on parlait tout à l'heure effectivement là, de la communication avec vous. On a un kiosque, en fait, un kiosque d'information au centre d'achat Le Boulevard. De temps à autre, là, ce n'est pas à chaque jour, mais il y en aura un demain, mercredi, le 14, donc de midi à 15 heures. Et ainsi que jeudi, le 15 mai, de midi à 15 heures également. Alors, si vous voulez jaser un peu avec nos agents de liaison, ils seront sur place. Donc, c'est au CAB, au centre d'achat Le Boulevard, qu'on appelle CAB entre nous. L'ancienne boutique Claire France, Mémoire est bonne. Enfin, bref, allez-y. Il y a des affiches sur place, je crois. Donc, vous pourrez rencontrer demain et jeudi de midi à 15 heures nos agents de liaison qui seront là pour répondre à vos questions, si vous préférez, les poser en personne. Parce que pour l'instant, je regarde toujours mon fameux tableau et y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, je n'en vois pas. Attendre encore peut-être un petit instant. Oui, donc si vous avez effectivement des questions écrites, il faut aller les placer dans la discussion, le chat, enfin bref, questions et réponses plutôt. C'est là qu'il faut aller les poser. Donc, questions-réponses, c'est là. Vous avez encore un petit peu de temps pour y répondre. Ils auraient aussi l'occasion, à la fin de la rencontre, enfin, c'est presque terminé, mais de répondre à notre sondage d'appréciation. C'est ce qu'on voit à l'écran actuellement, le code QR. Alors, on attend encore un petit peu, mais bon, puisqu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment, on va conclure. C'est ce qui met fin à la séance d'information d'aujourd'hui. Comme on l'a mentionné, l'équipe de Projet Ligne Bleue reviendra vous voir à plusieurs reprises, en fait, tout au long du projet. D'ici là, vous pouvez consulter notre page web projetlignebleu.info et vous inscrire à nos bulletins électroniques. À ce moment-là, vous pouvez choisir de recevoir les dernières nouvelles, soit sur le projet dans son ensemble ou bien seulement sur les secteurs qui vous intéressent. C'est vraiment le meilleur moyen de demeurer informé de l'avancement du projet. On produit beaucoup de bulletins, je vous le confirme.
Vous pourrez être informé sur l'avancement du projet, les travaux prévus, les tribunes d'information à venir. On en a parlé. On a des kiosques au centre d'achat de Boulevard demain, mercredi et jeudi. Donc, demain qui est mercredi et jeudi de midi à 15 heures. Alors, sur ce, je vous remercie de votre participation, également pour l'intérêt que vous portez envers le projet de prolongement de la ligne bleue. N'oubliez pas de répondre à notre sondage d'appréciation. Et sur ce, merci à nos participants. Merci David et Sarah et bonne fin de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.